Alban Lenoir a failli ne jamais être à l'heure dans Click. Ça a commencé avec un message farfelu et plein d'excuses, un peu comme à l'école. D'ailleurs, il s'est souvent fait virer de l'école. Il a osé nous dire « Je dormais et on a mis un serpent dans mon chapeau ». Après, il nous a dit « Je me suis réveillé et là, dans le couloir, boum, 4 mecs qui me tombent dessus ». Après, il est sorti de chez lui et bam, Vlatipak, sa voiture, elle a brûlé. Après, il nous a dit « J'ai trouvé une autre voiture, mais là, il y a un hélico qui m'a pris en chasse ». On va jouer. Ensuite, il nous a raconté qu'il s'est retrouvé dans le Far West, dans la peau d'un mec qui tire plus vite que son ombre. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Et qui pouvait pas arriver tout de suite chez Click parce qu'il devait d'abord se débarrasser des ennemis de Lucky Luke. Je suis tombée sur des bandits. Quel bandit? Monsieur Jen. Billy the Kid. Joe Dalton. Et entre-temps, il rencontre un gars et c'est parti en bataille de regards. Après être enfin arrivé au studio de Click, dernier obstacle, le vigile de l'émission qui a très mal pris son retard. Je te crois où, là? Je suis désolé, monsieur Pastor. T'es chez moi, ici. Et ici, c'est pas la jungle. T'as compris? Et il est enfin dans Click, Alban Lenoir, alias Lucky Luke. Je suis Alban Lenoir sur Click. Abonnez-vous. On va faire un truc que j'ai toujours voulu faire. J'adore cliquer sur des films, sur des séries, sur des choses comme ça. Là, on va cliquer sur des scènes d'action avec le roi du film d'action en France, Alban Lenoir, est avec nous. Depuis le temps que je voulais qu'on soit ensemble, qu'on se pose et qu'on discute, tu m'as toujours dit que tu étais très traqueux, que tu t'exprimais peu, que tu avais peur de ça. Alors qu'on va te mettre dans ton domaine. On va commenter ensemble des choses et ne stresse pas, tout va bien se passer. Très bien. Déjà, j'arrive pas à comprendre, après tous les succès que tu as eus, tout ce qui se passe, pourquoi tu es encore stressé de prendre la parole? Ben, aucun rapport. Moi, mon métier, c'est d'être acteur, donc on me donne un texte. Donc, quand je suis devant une caméra, j'ai un texte. Et là, quand je suis face à toi, j'ai qu'une hantise, c'est dire une connerie, faire une faute de français, desservir le projet que je suis venu défendre. Et ça me fait un peu peur. Parce que tu es très responsabilisé maintenant dans un projet. Tu es acteur, tu es également producteur. Donc, c'est quelque chose que tu portes. Quand tu viens ici défendre, par exemple, là, Lucky Luke, ça fait 3 ans, 4 ans que tu es dessus, j'imagine? Non, je suis arrivé un peu plus tard. On m'a d'abord proposé les textes. Il y avait quand même l'équipe qui était réunie. Mais d'autant plus, j'ai du mal un peu à mélanger ce métier d'acteur et maintenant, comme tu dis, en plus de coproducteur et autres. Mais ouais, la peur de mal faire les choses, tout simplement, peut-être. Tu n'es pas qu'acteur, tu fais aussi tes cascades. Il y a pas mal de réglages, il y a de l'action. Et le métier de producteur, ça ajoute quoi en plus pour toi? C'est quoi les données? Non, là, pour Lucky Luke, c'était une expérience déjà incroyable. Et c'est surtout que ça te permet de vraiment d'être légitime quand tu rentres dans les discussions d'artistique, de faisabilité, de voir de déplacements de plans de travail, de choses à tourner ou de décors. Et c'est hyper agréable. Et puis surtout avec Benjamin Rocher, avec qui j'ai déjà fait 3 films, on est vraiment en symbiose artistique. Donc c'est d'autant plus un bonheur et une évidence. Donc en fait, c'est un gain de liberté. C'est un gain de te rapprocher en tout cas au plus de ce que tu désires et de ce que tu aimerais voir. On va revenir un peu sur ta vie, tu veux bien? On va raconter un petit peu avant. Et après, on va cliquer ensemble sur plein de scènes, notamment sur les tiennes, que tu nous décryptes exactement ce que ça représente une scène d'action. On va aussi regarder des scènes cultes. Et ton regard m'intéresse là-dessus. Mais avant, on raconte ton histoire. T'es né en 80. Ouais. T'as grandi à Dijon. T'as été élevé seul par ta maman. Ton père était magicien professionnel. Et t'as dit une phrase que j'ai trouvée bouleversante. T'as dit « Son plus grand tour de magie, c'était le jour où il a disparu ».
Comment ça s'est... Ouah, je peux pas être plus explicite que ce que je t'ai dit, quoi. Il a jamais été là, quoi. Ou, enfin, si, à des moments, il était là une demi-heure ou 1 heure, et c'est d'ailleurs... En fait, je lui ai jamais rien reproché pendant une vingtaine d'années, et je pense qu'il devait être très déstabilisant face à ma mère, où je me souviens vraiment, mais très jeune, à lui dire écoute, je peux pas lui en vouloir, je sais pas ce que je ferais. Et puis, je suis devenu père. Et le fait de jamais m'avoir donné 24 heures, je te parle de 24 heures de son temps, je te parle d'un cinéma, je te parle de ça que je n'ai jamais eu de sa part, m'a fait que j'ai décidé de pas pardonner, je sais pas si c'est le bon terme, mais ouais, tu me lances dans des doses dès le début, là. De pas renouer. Oui, de pas renouer, voire de couper les ponts, pour être très franc. On t'a demandé plein de films sur lesquels tu voulais cliquer, t'as choisi Forrest Gump. Ouais. Et c'est intéressant parce que Forrest Gump, c'est ça aussi, l'histoire de Forrest Gump. Les gens l'oublient, mais c'est l'histoire d'un garçon qui a grandi sans papa. Et il y a une scène qui est bouleversante. On va la regarder ensemble. What happened? First, Mama, what's vacation mean? vacation. Where Daddy went. Vacation's when you go somewhere and you don't ever come back. Anyway, I guess you could say me and Mama was on our own. But we didn't mind. Our house was never empty. There was always folks coming and going. It's summer! That sure looks special. Sometimes we had so many people staying with us that every room was filled with travelers, you know. Folks living out of their suitcases and hat cases and sample cases. One time a young man was staying with us and he had him a guitar case. Forrest, I told you not to bother this nice young man. Oh, no, that's all right, ma'am. I was just showing him a thing or two on the guitar here. All right, but your supper's ready if y'all want to eat. Yeah, that sounds good. Thank you, ma'am. Say, man, show me that crazy little walk you just did there. Slow it down some. You ain't nothing but a... I like that guitar. It sounded good. I started moving around to the music. Qu'est-ce qui te touche dans cette scène? Mais c'est beaucoup de choses. Le paradoxe, c'est bizarre, c'est que j'ai jamais... donc comme quoi c'est que le subconscient fait référence au manque du père de Forrest, mais ça a été... j'ai eu un parcours scolaire vraiment chaotique. 5 collèges. Oh, putain, t'en sais des choses. Mais ma bénédiction, c'était de savoir trop tôt ce que je voulais faire. Et très rapidement, j'ai su que je voulais être acteur, donc du coup, j'avais vraiment ce sentiment de perdre du temps à l'école, ce qui est un peu une bêtise, parce que j'ai des lacunes en culture qui sont... j'ai même pas le terme, mais que je rattrape constamment. Mais c'est vrai que je me demandais ce que je faisais là. Et ma mère, vraiment, c'était très violent. Elle a eu plusieurs fois des retours par des professeurs. Est-ce que votre fils est teubé? Parce que je rendais des feuilles blanches, je dormais en classe, que je regardais des films toute la nuit, et que je me demandais ce que je faisais là. J'avais qu'une envie, c'était de prendre mon sac à dos, partir à Paris et tenter ma chance. Et ce film, je sais pas, c'est une vision, c'est... quoi qu'on dise, teubé ou non, que l'intelligence n'est pas une forme de réussite, et c'est surtout que c'est pas ce qui va t'y amener, et que le calcul, la manipulation, de vouloir toujours maîtriser, d'être dans le contrôle, comme on le demande dans nos vies en ce moment, et que justement que le doute ne te bloque pas, de la persévérance, d'agir, d'être authentique, comme l'est Forrest Gump, t'amène à l'inimaginable, parce que ce que je vis moi avec ce rêve, tu vois, de 8 ans, de petit Dijonais qui dit je veux être acteur, et puis de me retrouver là face à toi, ça me fait encore bizarre, moi, très régulièrement. Non, mais vraiment, je te jure, le matin, je me dis c'est fou. Et puis il y a ce truc de l'enfance, parce que ouais. Quand on voit la poésie de Forrest Gump, elle est universelle, parce que en fait, c'est un film qui est écrit avec les yeux d'un enfant, et c'est la magie. C'est qu'en fait, quand on voit cette enfance qui était compliquée, racontée par lui, ça avait l'air merveilleux, en fait. Oui, mais il y a ça, mais j'ai vécu, moi, ma mère, elle s'est démenée pour qu'on soit jamais dans le besoin, à se débrouiller
se débrouiller vraiment toute seule. Et donc, c'est sûr que je m'y revois dans plein de choses. Elle est toujours à droite, à gauche. Donc, toi, tu t'occupes. Et où j'étais beaucoup devant les écrans. Tu te rappelles, ça dit quelque chose d'une série qui s'appelle Dream On ? Mais évidemment, Draymond sur. Mais moi, je vois le générique. C'était incroyable. En fait, je me voyais. Ma mère, elle tenait un restaurant et tu regardais la télé non-stop. Et j'ai fait une grande partie de mon éducation de par le cinéma. Et c'est ce qui m'a amené là où je suis. Ce qui suis. était fou, c'était le principe de Draymond, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un dialogue ou quelque chose, boum, ça déclenchait un souvenir. De trouver une référence à ce que tu as pu ouais. voir complètement. Mais j'ai beaucoup vécu comme ça. En plus, toi, tu as bossé dans un vidéoclub. Ouais. Donc, j'imagine que ta cinéphilie s'est construite comme ça aussi. Énormément. Là, de 93 à 98, je sais pas ce que j'ai pas vu comme film. C'était le plus grand vidéoclub de Bourgogne. Parce qu'en fait, j'ai dû quitter encore un établissement scolaire à mon tout début de troisième. Et il s'avère que j'avais pas 15 ans. Et qu'en France, légalement, tu ne peux pas quitter la scolarité. Donc, je me suis retrouvé à faire un CAP vente où je me suis fait embaucher dans ce vidéoclub où j'étais client et où ça a été des très belles années. Moi, c'était mon rêve de bosser dans un vidéoclub. Je mangeais 3-4 films par jour, c'était formidable. C'est drôle parce que la plateforme qui t'a fait exploser, c'est Netflix. Ouais. Et qui a tué les vidéoclubs. C'est ça. Non, mais disons les choses. Ouais. Pas, oui, c'est un peu le paradoxe. Et en même temps, ce rêve utopique de faire de l'action en France sans les plateformes n'aurait pas vu le jour. Mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a une culture maintenant. Nous, on a une culture de vidéoclub. Ouais. Il y a des films, ouais. Tu vois, je sais que si je te dis Sans rémission, il y a les films de John Woo, il y a des choses comme ça qu'on a découvert dans les vidéoclubs. Bien sûr, les Princes de la crime, ville. Une balle dans la tête, les Princes de la ville. Voilà. Mais c'est vraiment générationnel, ça se joue à quelques années près. Une balle dans la tête, film culte de John Woo, voilà. Mais moi, je me souviens que toutes les semaines, il y avait des films comme ça qui arrivaient fraîches. Menace to Society. Boys in the Hood. Voilà, Boys in the Hood, Histoire de fantômes chinois. Bien sûr. Voilà, on les a tués, ces films-là. Et en fait, est-ce que ça crée aussi une culture commune comme ça, les plateformes maintenant ? Ou plus du tout ? Parce que ces films-là, c'était des films d'auteurs qui n'avaient pas forcément leur place au cinéma. C'est vrai. Est-ce que les plateformes, maintenant, elles uniformisent pas la création ? Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Après, c'est vrai que quand même, chaque plateforme a des pays dédiés, ont leur bureau dans certains pays. Donc, c'est vrai que Netflix France va faire du 100% français, et puis il va y avoir Netflix Brésil, Espagne et autres qui vont nous sortir des petites pépites aussi. Donc, c'est différent. Mais je suis très nostalgique, moi, de cette époque-là, du physique, quoi, du DVD. Est-ce que tu te souviens du moment où Jet Li est arrivé dans le vidéoclub ? C'était fou. C'était fou. Moi, je me rappelle parce que les gens disaient, il y a un gars, il est plus rapide que le plus rapide des films de Bruce Lee. C'est ça. Et tu vois les making-of et tu vois que c'est vrai, où vraiment les réals disent, mec, ralentis, en fait, on voit pas la caméra ce que tu fais, quoi. Dont sur l'Arme Fatale 4, où vraiment ils lui ont demandé de ralentir ses mouvements. C'est incroyable. Jet Li, c'était incroyable. Mais comme les films de Jackie Chan. C'est moi, Le Marin des Mers de Chine. Le Marin des Mers de Chine, Soif de justice, la saga Police Story, c'est Opération Condor. Si tu me lances là-dessus... On va y aller. Ouais. Parce que tu as l'air de souffrir du fait de t'être fait virer de plein de collèges, mais je pense que tu as plus de cinéphilie qu'un gars de la Fémis. Hein. C'est une autre cinéphilie. C'est possible. Mais j'ai celle d'à côté aussi. Hein, oui. Non, moi j'ai pas mal vécu. Hein, c'est ma mère qui l'a très mal vécu. J'en ai pas vraiment souffert. Puis j'ai jamais eu de conseil de discipline. J'ai jamais eu... Je faisais le bazar, mais j'avais un public de 29 élèves et j'en profitais. Je me préparais. Je préparais à l'outil à devenir acteur, quoi. Et tu as un point commun avec un autre acteur qu'on aime beaucoup, c'est Raphaël Quenard. C'est que tous les deux, vous avez enchaîné les figurations. J'ai dû en faire plus que lui. Mais je l'ai vu en parler. Mais moi, c'est son nom. Hein. Moi, j'ai fait, je le dis partout, mais j'ai fait 300. Quand je dis que j'ai fait 300 figurations, c'est pas style. J'ai fait 300 cachets de figuration 300 fois. J'étais le petit gars qui passait derrière les acteurs en disant un jour c'est moi qui serai devant, et où j'ai entendu des dizaines de fois, mais mec, t'espères quoi ? C'est fini, t'es figurant professionnel, c'est foutu. Alors que moi, je faisais que apprendre mon métier, à comprendre comment marchait la technique, les travings, les focales, à casser la tête au chef-op, à poser 10 000 questions, à me faire repérer par des réalisateurs. Dès que j'entendais qu'il y a besoin d'une réplique, aller gratter ça, qu'on me donnait pas. Mais parfois, les réalisateurs se souvenaient de moi, ils me rappelaient, même en tant que figurant. Et petit à petit, voilà, quoi. Mais ce que tu racontes, c'est intéressant, parce que c'était qui les gens qui disaient « jamais t'y arriveras en tant que figurant » ?
C'était d'autres figurants? C'était souvent des assistants réals, c'était aussi d'autres figurants qui s'enfermaient. Mais à chaque fois, quand j'entends... Ça remonte à loin, mais quand j'entendais « je vais être acteur », je fais « mais non, mais t'es acteur. Je suis acteur. Je suis pas obligé de travailler pour être comédien. Je suis comédien. Après, voilà, on dépend du désir des autres. Mais c'est pas parce que t'es pas en tête d'affiche que t'es pas comédien. C'est pas la célébrité qui fait que tu sois comédien. Il y a des tonnes de comédiens qui sont épanouis et qui veulent même pas passer à l'écran, qui font leurs pièces de théâtre et qui sont tellement heureux et que je respecte d'autant plus. Qu'est-ce qui t'a, toi, donné ta première porte d'entrée? Où tu t'es dit, là, j'ai mes premières lignes? Mon tout premier petit truc, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Tekken, où vraiment je me fais mettre à l'amende par Liam Neeson et c'était incroyable. J'avais deux petites répliques, mais vraiment, ça a été... Allez, on avance et c'était marrant de toutes les personnes que je connaissais qui ont pu voir le film et qui a déclenché aussi une émotion, parce que faut savoir que moi, j'ai tamé, mais tout le monde, depuis que j'ai 10 ans, je serai acteur, vous verrez, je vais y arriver, ça va mettre du temps, mais je vais y arriver, mais à me faire ricaner au nez, et même ma mère qui on disait souvent, mais t'es inconscient de laisser partir ton fils à 17 ans à Paris pour être acteur, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, quoi? Et est-ce que tu me racontais l'histoire d'Amélie Poulain? Ouais, oui. Alors ça peut. Alors attends, format court. Je m'incrustais à un festival parce que quand j'avais 17-18 ans, j'avais tendance un peu à m'incruster partout pour rencontrer des gens et je me suis très vite rendu compte que ça servait à pas grand-chose. En l'occurrence, sauf pour Jean-Pierre Jeunet, où je tombe sur Jean-Pierre Jeunet. Qui met un gros vent sur le cou, mais vraiment il a pas le time, quoi. Mais au bout du compte, je cale pas l'affaire. Je le revois dans la soirée. Il me fait, bon, tu veux quoi? Je fais, jouer, être acteur pour vous. Il me fait, bon, tu fais quoi demain? Ce que vous voulez. Et il tournait une pub à Melun. Donc il m'a fait faire de la figuration à Melun. Évidemment, je suis venu à Paris avec rien à part un sac à dos, je sais pas où dormir, je sais pas où est Melun. Autant dire qu'il y a 25 ans, il n'y a pas Waze, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de truc. Donc je me débrouille pour aller là-bas en stop et je me retrouve sur le tournage, n'ayant pas dormi de la nuit, à m'endormir pendant une scène. Donc il y a 200 figurants. Mais il s'avère qu'il se rappelle quand même de moi et qu'après, il me dit, écoute, je te rappelle. Et le mec tient parole. C'est-à-dire que 8 mois après, il m'appelle, je suis à Dijon, il fait, écoute, je fais passer des essais pour Amélie Poulain, si tu veux, j'ai besoin d'un acteur pour donner la réplique, viens. Donc évidemment, je fais pas passer les essais à Audrey Tautou, Kassovitz et Jamel Debbouze, mais il me dit, écoute, t'auras un truc dedans. Je te jure, t'auras un truc dedans. Et là, j'ai des soucis personnels à Dijon qui me forcent à revenir à Dijon pendant 1 an et demi, et donc du coup, tout ça disparaît sous mes yeux. Suite à ça, j'apprends qu'il prépare un long dimanche de fiançailles quelques années plus tard. Je me renseigne où sont les bureaux Warner Bros. C'est à Boulogne. J'arrive à l'accueil. Je me fais passer pour son neveu. Mais non. Mais il n'y a pas le time. Pas le time. Et du coup, je me retrouve dans son bureau. Mais je suis seul dans son bureau. Et je fais, mais qu'est-ce qui va se passer quand il va ouvrir la porte, quoi? Ouais. Il ouvre la porte un peu, mais qui? Et il me reconnaît. Il me fait, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais, comme d'hab, je veux un rôle. Je fais, bon, allez, cette fois, c'est bon, c'est sûr, t'en auras un. Il me donne la carte du directeur de casting, patati patata. Et au bout du compte, il ne se passe rien. Je passe les coups de fil, mais personne ne me rappelle. Donc encore un essai qui tombe à l'eau. Pour se recroiser, mais quelques années après, la suite d'ailleurs de la sortie d'Un Français. Et pour qu'il me propose Big Bug en 2020. Un rôle, il me fait, écoute, j'ai un rôle pour toi. Si tu veux, tu l'as, quoi. Et c'est fou, c'est cette petite graine en 1998 qui a payé en 2020, quoi. Et ça, j'en ai 10 000 des anecdotes comme ça de... tout est utile. Tu le comprends parfois 6 mois ou 10 ans après, mais même les échecs, chaque échec te rapproche du succès, tout a un sens. Ce qui est hyper agréable quand tu parles, c'est que, t'as la flamme dans les yeux, toujours, mais surtout, t'as pas le seum. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont revanchards en disant « Ah, lui, il m'a pas calculé à l'époque, maintenant que c'est moi qui suis en place ». Non, non, moi je suis pas du tout en clinique. Il y en a 2, 3, non pas qui m'ont calculé, mais qui m'ont très très mal parlé. Ah, ça c'est autre chose. Et eux, je les ai pas oubliés. Ouais. Et ça me fait un peu sourire quand ils veulent monter des films sur moi et qu'ils ont oublié comment ils s'étaient comportés il y a 20 ans. Ils se comportaient comment? Mal, enfin, ils y parlaient mal. Moi, ça m'est arrivé, je vais pas développer, mais 1 ou 2 fois d'avoir des rendez-vous avec des réalisateurs adorables, et d'un coup, ils s'adressent au serveur, tu fais... Qui est cette personne devant moi? Et tu dis, mais si tu parles comme ça au serveur, comment tu parles à ton équipe? Et en fait, d'avoir 2... c'était... Next, quoi. Ouais, ça, c'est les pires. Ah ouais, non, mais ça, moi, c'est... Puis ça me tend. Ouais, de devenir agressif. Même avec les équipes qui sont... Ouais, j'aime pas trop qu'on me parle mal. Moi non plus.
C'est dingue cette histoire de Jean-Pierre Jeunet quand même. Ouais, puis vraiment, là, je te l'ai fait courte. Là. C'est fou. C'est fou. Et vraiment, j'en ai beaucoup des anecdotes comme ça. Bah raconte, vas-y, il y a quoi d'autre? Non, mais pendant 15 ans, personne ne veut me voir. Vraiment, pendant 15 ans, j'ai dû passer mes 2 essais pour des trucs pétés, en plus que j'ai raté, parce que j'étais en panique, j'étais nul. Et on fait un pilote de la Lazy Company, une série que j'ai adoré faire, réalisée par Samuel Baudin, que j'ai décroché suite à la série qu'on avait créée avec Simon Astier et Record. Et j'apprends qu'ils doivent relancer le casting, parce qu'on a été acheté par Orange, et on va être une des premières séries OCS après Record, et qui relance un casting, et j'apprends que c'est Michael Laguens, un grand directeur de casting. Oh, ça me fait rebondir qu'il m'avait embauché en figuration 10 ans avant, où je m'étais fait passer pour... non, mais là, il faut qu'on prenne un café, là, c'est 3 heures d'émission. Ouais. Et donc, j'insiste pour passer les essais. Je fais non, mais moi, je veux passer les essais. Et je suis le seul qui n'ait pas repassé d'essais, parce que, entre guillemets, j'ai été validé par OCS du fait que j'avais fait Record avant. Et je fais non, je veux repasser les essais. Donc, du coup, vraiment, on me fait, mec, tu relances des essais, on lance des essais, quoi. C'est vraiment, il va y avoir des comédiens qui vont repasser des essais pour ton rôle. Et il s'avère que ça se passe comme ça, donc que je rencontre pour la première fois cette incroyable personne qui est Michael Laguens, que je repasse mes essais pour la série que je redécroche, qui me rappelle 3 mois après pour un petit téléfilm Agatha Christie que j'ai, qui me rappelle 3 mois après pour un film qui s'appelle Goal of the Dead que j'ai, qui me rappelle 6 mois après pour un français que j'ai, qui me rappelle 3 mois après pour Antigang que j'ai. Et j'ai passé 5 essais avec lui en 1 an et demi, et il a lancé ma carrière, et j'ai eu les 5. Magnifique. Je veux dire, faut s'écouter. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et est-ce que toi, maintenant, quand tu croises, maintenant que tu es la tête d'affiche, quand tu vois des figurants, quand tu vois des gens qui ont ça dans les yeux, est-ce que tu arrives à le sentir, ou à les écouter, ou à leur dire? Bien sûr. Puis je suis surtout le premier à dire, bon, ils ont fini les figurants, ouais, bon, on les laisse partir. Parce que, tu vois, t'as réalisé un film d'ailleurs, et on voit bien que les figurants, tu vois, c'est un peu dur de les laisser partir, parce qu'on sait jamais s'ils peuvent servir, même si on sait pertinemment qu'ils serviront pas. Mais oui, je suis très avenant et bienveillant, comme j'aurais aimé qu'on le soit avec moi, et dont certains l'ont été d'ailleurs. Et il y en a qui viennent te voir en disant un jour c'est moi qui serai là, ou qui ont cette envie que ça tu arrive de sens? temps en temps, mais et je leur souhaite. Je leur souhaite de tout cœur. Pourquoi est-ce qu'il est aussi dur d'accès, ce métier? Parce qu'il y a peu de place. Ouais. Il y a très peu de place, et c'est pas forcément le talent qui te fera. C'est ça le plus frustrant, qui te fera arriver là où tu veux être. Moi, je considère que c'est plus ma persévérance que mon talent qui m'ont fait être là où je suis. Alors, c'est quoi la nuance entre être persévérant et ne pas être relou? Ah, mais t'es relou envers qui? Envers toi? Parce que c'est toi. Alors, parfois, ça peut être une forme d'intelligence d'accepter l'échec et d'avancer. Et il faut savoir se le dire. Mais là, je m'étais tellement préparé. Je sais pas comment dire. C'est fou d'ailleurs. Quand je suis parti de Dijon, j'ai dit bon, ben, ça va prendre du temps, mais je vais y arriver. À 33 ans, je vais percer. Me demande pas pourquoi j'ai dit ça. À 33 ans, j'ai décroché un français à Antigang. Mais donc ça a mis 16 ans. Un peu compliqué. C'est la fameuse phrase, tu sais, c'est j'ai mis 20 ans à être connu du jour au lendemain. Ouais, Quoi. c'est Coluche qui disait ça. Ouais. C'est pareil pour toi. Exactement ça. Ouais. C'était 10 ans même qu'il disait, mais c'est exactement ça. Comment est-ce que tu as shifté vers acteur d'action? Est-ce que c'est ce que tu voulais faire à la base? À la base, c'est ce que je voulais faire. Le début de tout, c'est simple. Hein. Enfin, tout le monde le sait. Enfin, ceux qui me suivent, je vois Bloodsport et je dis, bah, c'est ça que je veux faire en fait. Jean-Claude Van Damme. Ouais. C'est Jean-Claude Van Damme. Donc du coup, je me mets aux arts martiaux, ce qui fait d'ailleurs que sans mon passif martial, déclenché par Bloodsport, je n'aurais jamais déclenché un français et Antigang. Et alors après, ça s'est vite... mon spectre artistique s'est développé, parce qu'après, je suis tombé fan de Jim Carrey et de plein d'autres choses, mais en tout cas, ce premier rêve, c'était de faire de l'action, des films d'arts martiaux, et je me suis rendu compte que c'était très, très, très difficile de vouloir faire ça en France. À un moment donné, j'ai pensé que Antigang allait lancer la machine, mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas, et par faute d'entrée au cinéma. Et quand j'ai eu le scénario de Balles perdues, j'ai dit, mais ça y est, j'ai enfin ce dont je rêve depuis toujours sous les yeux. Et du coup, merci Netflix. On va cliquer sur Balles perdues dans un instant, qu'on décrypte ensemble des scènes, même sur le 2. J'aimerais juste qu'on écoute Jean-Claude Van Damme, avec qui j'ai eu la chance de parler, parce que on met pas assez de respect sur Jean-Claude Van Damme. Mais je suis d'accord. Tu sais, il y a eu ce truc je suis d'accord. dans les années 2000, ouais. On le recevait un peu en mode dîner de con à la télé, alors que
tout ce qu'il a dit. Oui, mais je suis d'accord, j'avais passé un après-midi avec lui, on a parlé, enfin, c'était fou. On a parlé politique, enfin, c'était incroyable. Et n'oubliez pas qu'il a dit l'eau, dans quelques années, On est bien d'accord. il n'y en aura plus. On écoute. Mais pour te dire, j'ai toujours été involved avec le découpage. Acteur, je suis bien. Editing, I'm a master. Why? Quand tu fais un film low budget, alors Bloodsport c'était comme ça. Sur Bloodsport, le réalisateur était borgne, c'est ça? On Et a c'est toi fait- qui as tout récupéré derrière. Alors quand le film a été tourné, les bouchers de Canon Film, c'était des gens qui coupaient parce que tu reçois un salaire. Tu vois un mec qui saute en grand écart, à 4-5 mètres d'auteur, à l'époque, pas de CGI. Si on fait un câble, t'es levé dans l'air comme, un Superman. tu Tigre et vois. Dragon, ouais. Voilà. Alors à l'époque, il y avait vraiment. Alors les gens qui étaient payés pour découper un film, moi je saute en grand écart. Au milieu du grand écart en l'air, ils découpent, ils montrent mon close-up, et puis redécoupent et j'atterris. Alors que toi, tu voulais qu'on voit tout. Ah oui, les mecs, écoutez, il n'y a personne qui fait ça, s'il oui. vous plaît. Bon. Alors, et j'ai été demandé à Menachem Golan, Le patron de la Canon. voilà, please let me at least try to cut this film because I know we can do so much better. I know the fluidity of the movement et tout ça, la fluidité du mouvement et tout ça. Il m'a dit, OK, je te passe une chambre d'édition le soir. Et il m'a donné la chance et le pouvoir de redécouper ce film. C'est incroyable. Ouais. Mais il a créé, voilà, il s'est créé. Il a créé une musique, ouais. en fait. Bien sûr. Une musique visuelle, c'est-à-dire que Jean-Claude Van Damme a inventé une autre façon de filmer, enfin, en tout cas de monter de l'action. Parce que je te montre cet extrait-là sur Bloodsport, parce que c'est ton film culte, et deux, parce que tu es également impliqué à d'autres étapes de tes films maintenant. Parce que c'est important, l'action, de la raconter différemment. Parce qu'on la met souvent sur le côté cinéma B, l'action. Bien sûr, mais c'est totalement. Mais en même temps, c'est assumé. Enfin, Balle perdue, moi j'ai toujours considéré ça comme une bonne série B, mais pas du tout dans le sens péjoratif, d'être cohérent au budget qu'on avait, qui était vraiment petit, en tout cas sur le premier opus. Et c'est un art, la série B. Ce qu'il faut, c'est pas tomber dans la série Z. Mais non, moi je peux pas dénigrer. Et puis non, puis j'assume. Après, il y a les grands films. Piège de cristal n'est pas une série B. L'arme fatale n'est pas une série B. Les missions impossibles ne sont pas. Mais c'est un tout. On va cliquer sur plein de scènes, ok? C'est parti, on va s'amuser. On commence par Balle perdue. On va commencer par le dernier, le 3, donc c'est sur Netflix. Ouais, c'était un délire. Là. Il y avait tellement de figurants. Moi, il faut savoir, hein, au volant, je suis comme ça, hein, de peur de mal faire un truc. Donc, je ne suis pas tout le temps au volant, malheureusement. Mais j'y suis, on va dire, un bon 80%. Et non, mais là, c'était fou, là. C'était fou. Donc, la plupart des figurants sont d'ailleurs des cascadeurs et des médiums. Donc, ce qui te donne un peu plus la confiance. Tu dis, voilà, ils vont avoir le regard au bon endroit pour pas les taper, parce que je te cache pas que moi j'avais plutôt une marge de 1 mètre avec la voiture que les cascadeurs vont gérer en 20 cm. Je fais attention, moi les gars, ça peut un peu déborder. Mais c'était fou. C'était fou de faire ça dans un parc à Montpellier. Ah, je savais pas que les figurants étaient cascadeurs. Ouais, non, mais là, sinon c'était pas possible, c'était trop délicat, trop dangereux. Parfois, nous, quand on est dans une rue à 150 km/h, t'as vraiment 150 personnes qui bloquent chaque porte de la rue ou du boulevard pour qu'il n'y ait pas une dynamique qui sort son chien, où nous on arrive et... Et comment t'apprends à conduire comme ça? J'ai beaucoup appris sur le tas. Là, concrètement, ma plus grosse frustration va arriver. Ils n'ont pas voulu que je fasse j'allais dire ce petit saut, mais il est loin d'être petit, parce qu'ils avaient peur, et ils ont raison, que les roues du châssis se cassent et que je vienne m'emplâtrer dans les voitures en face, qui ne m'auraient pas spécialement dérangé, mais... Waouh. Et là, mon JB, mon doubleur, incroyable. Qu'est-ce qu'il est, il est incroyable. Là, il n'y a plus de voiture, il y a un pneu qui est crevé, il est comme ça. Donc oui, moi, on va pas se mentir, j'aurais fait un tout droit dans les voitures, mais bon, ça m'aurait pas, tu vois, arrêté. C'est important que tu rendes hommage à ton doubleur aussi. Ah, mais ils font des choses, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, il y a deux choses. En fait, il y a deux choses à comprendre. Moi, je fais pas du tout mes cascades par. Je suis le plus fort, je vais faire mes trucs. Mais alors, vraiment pas du tout. Comme je te dis, je suis flippé dans la voiture de décevoir le régleur, de faire perdre du temps au tournage, de blesser quelqu'un. C'est vraiment. Parfois, t'as le cadreur qui est à côté de toi. Tu dis, mec, on se plante, on va se planter tous les deux, quoi. Et ça m'est arrivé de me planter. Mais c'est tellement pour moi une
une obligation pour l'immersion du spectateur, où je veux jamais que le réalisateur doive changer un axe de caméra parce que c'est pas moi qui le fais. Et donc les deux choses qui vont me faire ne pas faire une cascade, c'est un veto du régleur cascade qui me dit mec, oublie en fait, t'as une chance sur deux de te faire les deux poignées. À un moment donné, il te reste 2 mois de tournage, il en est hors de question. Et de moins bien faire quelque chose. C'est-à-dire que évidemment, je vais pas mettre en péril la qualité d'une scène que mon doubleur va faire une dinguerie en voiture et que moi je vais faire un petit truc, tu vois. Mais la confiance s'est installée et je me suis vraiment donné les moyens hors tournage de m'améliorer et de choper de plus en plus de compétences au volant pour On va cliquer ensemble sur une scène d'un film qui a mis en avant un doubleur, c'est Once Upon a Time in Hollywood. On regarde cette première scène parce que ça correspond exactement à ce que tu viens de raconter sur le métier. Hello, everybody. This is Alan Kincaid on the set of the exciting hit NBC and Screen Gems television series, Bounty Law. Now, if you think you're seeing double, don't adjust your television sets because, well, in a way, you are. To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick's stunt double, Cliff Booth. Welcome, gentlemen, and thanks for taking the time to visit with us. Well, that's our pleasure, Alan. So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Well, actors are required to do a lot of dangerous stuff. Say Jake Cahill gets shot off his horse. Now, can I fall off a horse? Yes, I can. Yes, I have. But say I fall off wrong and I sprain my wrist or I twist my ankle. Now, that can put an undue burden on production because now maybe I can't work for a week. So Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. Elle est folle cette scène, parce qu'elle dit tout. Le film est fou. Quand on voit ça, la différence de traitement entre l'acteur et le doubleur, comment est-ce que toi tu fais cet équilibre-là ? Parce que toi tu fais partie des rares qui citent les gens avec qui ils travaillent tout le temps. Ben, c'est évident, non ? Ouais. Enfin, je sais pas, oui. Enfin, on me laisse tout faire, on dira que j'ai tout fait. On me laisse pas tout faire, c'est pas moi qui ai tout fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Il est hors de question de. En plus, le paradoxe, c'est je me suis jamais considéré cascadeur. Je respecte trop ce métier, les dangers que ces gars prennent et surtout le travail que ça leur demande. Je me suis jamais donné. Tu vois, j'ai eu une petite période bon médium cascadeur. J'ai fait quelques cachets après la figuration de cascadeur et j'en étais ravi. Mais ils donnent tout, quoi. Et puis, ils s'entraînent chaque jour. Manu Lanzi, le régleur cascade avec qui je travaille sur 95% de mes films, le gars s'entraîne à la salle quasiment tous les jours, quoi. On t'a fait une playlist, film d'action. Ouais. On va break some iconic scenes, comme on dit. Moi, on en choisit un chacun, ça te va ? D'accord. Moi, j'aimerais te montrer une cascade folle, qui n'est pas une cascade, qui est une performance de Tom Cruise dans Mission Impossible. Ouais. Il y a un moment où Tom Cruise, il est attaché et il doit se détacher. Ah oui, quand il se... il a bossé les tablettes, là. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que le mec, il a bossé, je pense, tous les jours, pendant de longues semaines, voire il en était déjà bien capable avant. Mais oui, la performance physique est folle. Et les combats, ils sont vraiment impressionnants dans la saga d'émissions. Les chorégraphies sont vraiment top, quoi. Toi qui maintenant sais ce que c'est de faire un film et de faire un film d'action, c'est quoi la folie de cette scène ? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi dingue ? Elle est dingue par la performance physique de Tom Cruise. Elle est dingue que tout est... Enfin, ce petit bout-là, nous, je pense c'est le budget d'un quart d'un balle perdu ou d'un quart. Hein. C'est-à-dire que je pense que tout le sol est molletonné, ce que nous, on n'a pas du tout. En général, quand on se tôle les cascadeurs, c'est sur du dur et avec la petite plaque de dos. Ah ben non, elle se voit la plaque de dos. Ah ben on va l'enlever alors. Les coudes dire aussi, elle se voit. On va les enlever alors. Mais parfois, on peut revenir de scène, mais dans un état assez... Ah, je savais pas qu'ils pouvaient molletonner le sol. Si, mais c'est un coût énorme. Et en France, le budget, il va aller ailleurs, mec. Mais oui, ça change tout. Mais c'est des demandes, hein, évidemment, que les régleurs font constamment. Et puis, tu arrives sur le décor, tu fais, bon, OK, ça, en fait, ça peut te tuer, ça peut t'ouvrir, ça peut machin. Bon, attends, on va changer un peu la choré, on va s'adapter. Je te laisse choisir le prochain film sur lequel on clique dans la playlist. Oh là là, il y a tellement de bons... Il y a L'Arme Fatale, il y a L'Equalizer, il y a Max Furiosa, Bad Boys. Tiens, je vais inattendu, mais je vais mettre Bad Boys. J'ai un vrai déjà feu de Chicky Cario avec qui j'ai eu la chance de tourner dans Rapide et
quelle crème d'homme. Ça me fait plaisir parce qu'on a choisi une scène avec Tchéky Cario, justement. Ouais. Téa Leoni, ouais, ça remonte à loin. Dire que le mec a réalisé Rock l'année suivante, quoi. Il se passe trop de trucs. Ouais, mais ça vieillit bien, puis la péloche aussi, ça manque, hein, la péloche. Hein. You forgot your boarding pass. Moi, je me rappelle la BO. Mais ça c'est pareil, c'est ancré, c'est tout ce que j'aime, tout ce que je voulais faire, tout ce que... La BO, il y avait un morceau Notorious Big d'Abrat, et surtout le fait de voir un Français à Hollywood, c'était assez dingue. Est-ce que toi, avec le succès des films sur Netflix, Hollywood t'a dragué ou pas? Oui, un petit peu gentiment, mais c'est très bizarre. Tous ces rêves, ces rêves, je sais pas, ces envies que j'avais dans ma jeunesse, de vouloir partir aux États-Unis, de vouloir être une star, de vouloir... tout ça n'a fait que s'estomper, se diluer, mais disparaître à un point sans nom les années passant. Et après, j'ai eu des propositions très cool, mais j'ai pas eu la proposition non plus irrefusable. Et je sais pas, partir 6 mois, quitter mon fils, je sais pas, j'ai pas j'ai plus ce truc-là. Je dis pas non pour l'expérience, pour un projet. D'ailleurs, tu connais bien Louis Leterrier. On a fait connaissance il y a quelques temps, on s'apprécie beaucoup et on verra s'il en découle quelque chose ou non un jour. Mais là, quel homme charmant. Il est sur les Fast and Furious, là. Il semblerait. Et oui, non, pas du tout, plus du tout. Ouais, je sais pas. Puis je suis nul en anglais, puis j'ai pas envie de faire d'efforts. Comme ça. Ouais. Si demain on te dit, tiens, il y a, moi, je sais pas, il y a Avengers, non, tu vas pas. C'est pas infusable, Avengers. C'est très cool. C'est pas irrefusable. Bah, ça dépend le rôle. Qu'est-ce qui est irrefusable? Pour quel réal c'est irrefusable? Pour quel réal tu vas apprendre l'anglais? Je sais pas. Non, mais l'anglais, c'est pas. Je connais pas. Je peux regarder un film en VO sans sous-titres, je vais le comprendre. Mais mon cerveau, ça marche pas pour parler. Mais si, mais je suis fan de Nolan. Je suis fan de beaucoup de gens. Mais c'est aussi c'est le rôle. C'est tout simplement. Franchement, tout simplement. Ouais. On s'en fait. On retourne sur la playlist consacrée à Alban Lenoir. C'est quand même quelque chose, ce film. C'était un buddy movie, mais qui était sérieux, premier degré. C'est ça, puis écrit par Shane Black, le mec a 21 ans. Quand il scénarise ça, c'est totalement fou. Puis Richard Donner, on a découvert par les Goonies auparavant, qui a fait tellement de films incroyables. Condition of the sheets and the mattress indicate that someone else was in the bed with Amanda just before she died. That's A. What's B? B is I'm supposed to tell you you're breaking in a new partner in on this. Partner again? Yeah, some cat he's on loan from dope. Real burnout, on the ragged edge. Oh, perfect. Gun! Raj, meet your new partner. I'm too old for this shit. On a vraiment eu une époque bénie. Hein. Ouais. Parce que ça pourrait paraître too much, mais non, ça l'est pas. Non, parce que tout, non, c'est incroyable. Je sais même pas si on est capable de refaire quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est capable de refaire un piège de cristal? Est-ce qu'on est capable de... Peut-être qu'il faut même pas essayer. Allez, on s'en fait un dernier. Il y a Le Marginal avec Bébel, Equalizer, ouais. Furiosa, Mémoire dans la peau. C'est quand même... Mais tous les 10 ans, il y a un peu un renouvellement de l'action. Tu vois, il y a Mémoire dans la peau, après il y a The Raid qui est arrivé, il y a John Wick qui a aussi relancé un peu tout ça, mais... La Mémoire dans la peau, c'était vraiment... c'était le 2 est fou.
Pete Douglas, quand même, le réalisateur qui a un talent. Edge of Tomorrow, tu bloques devant, tu peux pas t'en... Moi, j'ai adhéré à John Wick parce que c'est l'histoire d'un mec qui se venge parce qu'on a fait du mal à son chien. Évidemment. Ah non, mais moi, je suis à fond. Je suis à fond aussi. Bon, le 4 est vraiment trop long. Mais il est incroyable, mais il est vraiment trop long. Et tu regardes tous les films d'action qui sortent? Tous. Tous? Tous. C'est quoi le dernier qui t'a mis une claque? Waouh, mettre une claque, là, ça... Moi, j'en ai un. Vas-y, dis-moi. City of Darkness. Ouais. Très dur à trouver. Ouais. Mais c'est la plus grande claque que j'ai prise ces dernières années. C'est vrai. En action, c'est... C'est vrai que c'est fou, mais ils sont... Mais c'est pas le même mode. Tu sais, la scène de la clope? C'est pas le même mode. Quand il se tape dans le salon de coiffure et qu'il relève sa clope. Complètement fou. Complètement fou, incroyable. Est-ce qu'on se fait pas Hypertension? Oh là, allez, il y en a beaucoup qui vont découvrir... découvrir ce film, parce que, en fait, le pitch est fou. Donc, c'est un assassin qui apprend qu'on lui a injecté un poison et il va mourir s'il n'est pas stimulé tout le temps. Donc, c'est Jason Statham qui doit faire n'importe quoi pendant 1h30 pour rester en vie. Et on se fait la fameuse scène de la moto. Ok. Il n'y avait tellement pas de filtre. Puis tu sens que c'est tourné à l'arrache en même temps. Et que... Ils en ont fait un 2, hein, je crois. Ah ouais? Ah, non, je crois pas. Si? Non, j'ai un doute. C'est tourné en mis en DV, en péloche, en machin, truc. Aucun sens. Mais pourquoi est-ce que ce film qui n'a aucun sens est incroyable? C'est ça la question. Parce qu'il nous a tous marqués. Moi, j'ai pris un plaisir pas possible à le regarder. Mais oui, mais parce qu'il nous a accueillis, il y avait on pouvait pas s'attendre, c'était la surprise. C'est pas comparable, mais c'est comme Une nuit en enfer. On s'est tous fait cueillir pour Une nuit en enfer. D'ailleurs, quand tu revois Sinners, tu fais... C'est ce que j'allais dire. Mais bon, c'est... La musique est meilleure dans Sinners. Tout à fait, elle est bien meilleure dans Sinners. Mais tu fais... Mais oui, c'est ça la magie du... C'est ça la magie, c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire ce métier, c'est d'être subjugué par une émotion, par des images, et de vouloir retranscrire ça à ton tour pour les autres. Moi, j'ai un film à te faire découvrir, il est en salle, ça s'appelle Les Rayons et les Ombres. C'est le dernier film de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin et Nastia Golubeva qui arrive juste après. On se regarde la bande-annonce, on la reçoit. Elle, c'est la pépite du film. On a pris une claque en la découvrant et je trouve ça... Je suis content de vous la présenter. Regardez la bande-annonce. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. Au début des années 30, mon père et Otto étaient des pacifistes convaincus. L'Allemagne veut la paix. Je crois qu'il faut maintenir le dialogue avec Hitler. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration? Tout ça, c'est un jeu de dupes et je te sais trop intelligent pour pas le voir. J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Moi, je savais pas. Est-ce que tu as cherché à savoir? On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait! J'ai rien à justifier.
Rien. Il a choisi de trahir. Je suis innocente, innocente, vous avez compris? Il a choisi l'or. La compromission. À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça? À ma conscience. Alban Lenoir, vous qui regardez Click, je vous présente Nastia Golubaba pour la première fois dans Click. Révélation de ce film, Les rayons et les ombres. Je le dis, performance exceptionnelle. Je mets déjà une pièce pour le César. Je le dis ça comme ça. C'est ce qu'on s'est tous dit à la rédac, comme on dit. Donc tout le monde est unanime. Bravo pour la performance. Est-ce que tu peux nous pitcher ce film ? C'est un film qui se concentre sur la période de la Seconde Guerre mondiale en France, mais du côté des collaborateurs. Et on suit 3 profils. Un patron de presse français qui s'appelle Jean Lucher, qui s'appelait Jean Lucher, c'est tiré d'une histoire vraie, qui était donc issu de la Première Guerre mondiale, donc dans cette idée que la guerre est hors la loi. On veut la paix à tout prix, donc pacifiste. Il fait la rencontre d'un Allemand, Otto Abetz, qui était un prof de dessin, qui faisait des photos. Ils deviennent très amis et ce Otto Abetz allemand adorait la culture française. Et donc, ils avaient cette idée de créer cette nouvelle Europe en paix avec l'Allemagne. Il a une fille, Jean Lucher, une jeune fille qui, à 17 ans, devient une star de cinéma. Et puis, la Seconde Guerre mondiale arrive et... Et le film est, selon les mots de Jean Dujardin, un film qu'on n'oubliera pas, et je le confirme. Pourquoi est-ce que c'est important, à ce moment-là de l'histoire, dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment, de sortir ce film et de raconter ça ? Comment cet homme pacifiste, Jean Lucher, qui avait vraiment de bonnes idées, qui était humaniste, tout d'un coup se retrouve entraîné dans ce mouvement collaborateur à écrire des choses terribles, à avoir une vie de salaud, alors qu'il n'en était pas un. Toute cette question de à quel moment est-ce qu'il aurait dû changer, à quel moment est-ce qu'il aurait dû arrêter d'être pacifiste et de résister, en fait, et de commencer à prendre les devants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on ne fait pas grand-chose. Ça interroge aussi sur la position des artistes et leur responsabilité. Ouais, je pense que faire du cinéma, faire un film comme ça, et il y en a plein d'autres, permettre d'ouvrir les yeux, de faire comprendre. Et je pense que c'est important de comprendre la complexité humaine et que ce n'est pas les gentils, les méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe. Et que l'humain est complexe. Et on ne peut pas juste se réduire à une conclusion facile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup ça. C'est intéressant de définir les choses comme ça parce que c'est souvent à ça que servent les œuvres, que servent les films, que servent les bouquins. C'est de remettre de la complexité. J'ai l'impression que toi, tu grandis dans une génération où la complexité, on l'entend de moins en moins. Tout est très, très polarisé. Tout est très extrême. Des informations très vite, c'est vrai. Ouais, c'est une époque un peu triste. On va cliquer ensemble avant de se quitter sur un documentaire qui m'a bouleversé, qui est sur Netflix. Je ne sais pas si vous connaissez le journaliste Louis Theroux. C'est un journaliste d'investigation anglais qui est très connu pour faire des investigations où il se met en scène, où il va dans des communautés assez différentes. Et il a plongé dans ce qu'on appelle la manosphère, dans le milieu des masculinistes. Je voudrais juste vous faire réagir à une scène où il en rencontre un qui parle de ses règles et de son monde à lui. Et c'est intéressant parce que ça dit quand même beaucoup, même quand on voit un film comme Une bataille d'après l'autre, ou le rappel de l'histoire que fait ton film, de vers quoi on est en train d'aller, en fait, vers une espèce d'abrutissement général où c'est toujours la fille qui trinque. My kids and everybody, they're in Aventura. It's very friendly, family friendly. So how many kids have you got? I've got some, yeah. You know how many you've got? Yeah, I think so. What's the number? It's 2. I have 2. Yeah, I got 2 little girls. Are you with their mum? Yes. Yeah. Absolutely, yeah. Are you married? No. I'm gonna get a lot of smoke for this. I always do. Everybody gets mad at me when they ask me about my relationship. Are you saying you're not in a monogamous relationship? One-sided monogamy, yeah. Women don't want to sleep with other men when they love a man. One-sided monogamy means what? It means like, see, here we go. Here we go. Setting me up. The mother of my children, the woman that I'm with, she doesn't talk to other men. So, stings, huh?
You seem upset by it. You seem upset by it. People get so upset with me about this. That's interesting that you thought that I was upset. I just thought it was a resonant moment. I noticed that people get very angry with me about this subject. Do I seem angry? No, but you do seem to be digging. So. We got to get into some real stuff, though, right? We should. Yeah. Let me tell you another thing. I don't promote it. I don't believe that every man should go out and have a bunch of women or have his wife have threesomes with his girlfriends. Now... Is that something you do as well? Yeah, of course. I'm hiding nothing. I refuse to. I refuse to. I refuse to. You've made the right decision. The Real World is the #1 school in the world. Justin also has a Telegram group where he sells subscriptions to a so-called online university, The Real World, set up by his close friends, the infamous brothers Andrew and Tristan Tate, who have been charged with human trafficking offences in Romania, but deny the charges. In the real world, you're going to learn how to make money. You have 18 professors in there that are absolutely multi-millionaires in the business. They're teaching you in real time that day. It's like a cheat code, man. There's a 14-year-old kid that made $3 grand the other day. I cannot believe this 13-year-old is making more money than his parents. Il faut absolument voir ce documentaire pour comprendre ce qui est en train de se tramer. Quand on voit que des gens utilisent comme ça leur vision du couple pour après vous diriger sur des formations avec des mecs qui sont impliqués dans des traites humaines, t'as dit quoi de la masculinité, en fait, de ce qu'ils vendent comme la masculinité? Ça prend vraiment des vraies proportions. Tu dis qui écoute ce... Enfin, qui... Non, mais ça me paraît tellement minime, les gens qui peuvent accepter ce discours-là et se dire « Oh là là !» Tu vois, c'est comme moi, je vais être lui, tu vois, mais que, je sais pas, ça me paraît tellement irréel et trop dans son discours que je vois pas... En tout cas, les gens qui le suivent, mais suivez-le, puis allez sur un bateau, puis perdez-vous. Enfin, non, mais tu vois ce que c'est... Je sais pas. Ça me... Parce que toi, t'incarnes une forme de masculinité, de virilité dans tes films. Eux, c'est tout l'inverse, en fait. Ou toi, t'es tout l'inverse d'eux. Ah, moi, dans ma vie de tous les jours, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Ouais. Il y a aucun doute. Mais... ouais, je sais pas, c'est de la... Enfin, je sais pas, c'est bête, en fait. C'est tellement bête que il n'y a même pas de réponse, quoi. Nastia? Oui, bah je tiens un peu le même discours. Oui. Qu'est-ce que tu as de la répartie face à cette bête? C'est de la bête... Enfin, face à la bêtise, faut... Je sais pas. Ou les faire taire, mais comment on fait? Bah oui, mais comment ça... Puis surtout, comment est-ce qu'on peut réfléchir comme ça, le dire et le revendiquer? C'est dingue. Non, mais... Non, mais en étant conscient, quoi. En plus, il est conscient de tout, hein, je pense qu'il est... Mais c'est... Je sais pas. Mais comment est-ce que ça contamine de plus en plus de gens, en fait? C'est vraiment le cas? Bah oui. Moi, je sais pas, j'ai l'impression... Enfin, cette fausse impression, et puis, cette fausse espérance... Il y a même des dérives identitaires. Il y a des gens qui prennent le verset identitaire de ça. On le voit, il y a des... On a parlé beaucoup de violences politiques récemment en France. Il y a plein de gens qui sont inspirés aussi par ces courants-là. Donc ça gangrène quand même. Est-ce que c'est pas quelque chose de... On a de moins en moins de liberté, donc... Enfin, on en a beaucoup plus, et dans un autre, moins. Puis avec tout cet Internet, les réseaux sociaux, on est enfermé dans quelque chose, donc on devient très énervé. Et ce gars-là, il incarne la violence, quoi, l'énervement. C'est un mec énervé qui veut s'imposer et je sais pas, peut-être que c'est ça, hein, les gens, ils sont énervés, en fait. Ils ont besoin de sortir leur colère et alors dominer, ça leur fait du bien. En tout cas, je vous recommande de cliquer sur ce documentaire, ça s'appelle Plonger dans la manosphère. Si vous avez le temps, c'est sur Netflix. Et c'est un bijou signé Louis Theroux. Allez au cinéma découvrir Nastia dans Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin. Vraiment bravo pour ce film. Qui est Jean Dujardin qui est exceptionnel dedans. Bah évidemment. Et Auguste Dill aussi. Et on envoie une très grande pensée à Jean Dujardin en ce moment. Ouais. D'ailleurs, tu as tourné aussi avec Bruno. Oh, non, mais la première personne que j'ai contactée, c'est Jean, en fait. Ça m'a... Enfin, je suis même pas prêt à en parler, là. Mais parce que j'ai tourné 3 fois avec Bruno et... chiant. En tout cas, on envoie de la force à ses proches, sa famille et tous les gens qui aimaient Bruno. Merci d'avoir regardé Click.